Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le but premier des légendes ne serait pas de faire peur? Réfléchissez-y bien. Les dragons, Méduse, les sirènes de l'Odyssée, le Léviathan, toutes ces créatures sont effrayantes. Les craintes qu'elles procurent les rendent intemporelles et leur légende existait pour mettre en garde nos ancêtres des dangers qu'elles représentaient. Cependant, régulièrement, ces monstres sont éclipsés par la lumière éblouissante du héros ou du dieu présent dans le mythe. J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour voir briller un héros, mais admirer l'obscurité de trois entités terrifiantes. Bonjour à tous, c'est Maître Saumon, et laissez-moi en ce jour d'Halloween vous présenter trois légendes flippantes, ainsi que leur place dans la culture pop. Une peau blanche comme la cendre, un cœur de glace, des os pointus et difformes, des dents et griffes acérées. Commençons par parler du Wendigo. Il est probable que vous ayez entendu ce nom au moins une fois, bien qu'il ne soit pas aussi connu que le loup-garou par exemple. Le Wendigo est une légende qui nous provient des tribus amérindiennes, notamment celle du Canada. Déjà, vous avez pu constater que physiquement, ce monstre est effrayant. Et encore, j'ai toujours pas parlé des bois qui sont parfois sur sa tête, et de son ouïe, son odorat et sa rapidité extrêmement développés. Sauf que ce n'est pas dans son apparence que le Wendigo fait le plus peur, mais dans sa signification. Il est lié au cannibalisme, qui était relativement courant lorsque la légende tournait entre le XVIIe et le XXe siècle, tant les hivers étaient rudes. En effet, si un humain se nourrit de l'un de ses congénères, alors soit l'esprit du Wendigo le hantera, soit il se transformera lui-même en Wendigo. Cette créature, en plus de se nourrir de chair humaine, est particulièrement violente et cruelle. Avant de dévorer ses proies, elle les traque et les déchiquette. Ça fait beaucoup pour une seule bête, hein, on commence fort. Et c'est un monstre qui m'a particulièrement marqué moi-même lorsque j'ai joué à Until Dawn il y a quelques années. Ce n'est peut-être pas très objectif, mais pour moi, c'est dans cette œuvre-là que le Wendigo est le mieux représenté. Dans le jeu, on suit l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent pour passer des vacances en montagne, sauf qu'ils sont poursuivis d'un côté par un psychopathe qui veut les torturer, et d'un autre par des créatures humanoïdes particulièrement violentes. Bref, on reviendra sur le jeu un peu plus tard, lorsque nous aurons parlé du Wendigo plus en détail. Je vous ai dit que le Wendigo était une légende amérindienne, donc globalement dans le nord de l'Amérique. C'est très vaste, donc il existe plusieurs croyances et apparences différentes autour de la créature. Faites donc bien attention pendant vos séjours en montagne. D'ailleurs, le Wendigo en lui-même fait peur. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se retrouver face à lui. Mais d'après vous, qu'est-ce qui est pire entre être pourchassé par le Wendigo ou se transformer soi-même en monstre? Il faut redoubler d'attention lorsque vous êtes seul en forêt, car la lutte se fait aussi bien physiquement que mentalement. Selon les légendes, il existe plusieurs moyens différents de se transformer en cette créature maléfique. 3 façons que je vais vous lister, et après c'est à vous de les interpréter comme bon vous semble. Soit en moyen de prévention, soit en méthode d'utilisation. Premièrement, la plus basique et moins intéressante est de tout simplement subir un rituel de transformation ou une malédiction de la part d'un chaman, c'est tout. Le second moyen de se transformer est la possession. Le Wendigo est parfois un esprit démoniaque qui prend possession d'humains relativement faibles mentalement. Souvent, cela se passe dans un rêve. La personne voit le Wendigo pendant qu'elle dort et se fait appeler par l'esprit de la bête. Mais parfois, on peut juste rencontrer un esprit de Wendigo dans la forêt la nuit qui nous attire et nous possède. À partir de ce moment-là, notre comportement commence à changer peu à peu. Des excès de violence, des désirs de chair humaine, un écart de la société, bref, un comportement de plus en plus animal. L'esprit change petit à petit en celui d'un Wendigo et notre apparence fait de même jusqu'à devenir complètement sauvage. Le dernier moyen de se transformer, et aussi le plus courant, est le recours au cannibalisme. Cela arrive souvent aux chasseurs, randonneurs ou personnes quelconques qui se sont perdus au beau milieu de la forêt. Il suffit d'un hiver compliqué, d'aucun moyen de retrouver son chemin et d'une situation de famine grandissante pour que certaines personnes puissent commettre l'inimaginable et se faire maudire à tout jamais. Voilà donc les 3 façons de se transformer en Wendigo.
Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous avoue, c'est pas trop pour moi. Ce qui est étrange avec cette légende, comparée à toutes celles qu'on a déjà pu voir sur la chaîne, c'est qu'elle ne provient pas d'une quelconque religion. C'était une vraie croyance de la part des tribus, une vraie crainte qui empêchait certains d'aller se balader en forêt alors glacés par la peur. On est donc en droit de se poser la question de la véracité de cette légende. Après tout, peut-être que ce n'en est tout simplement pas une. Pour ça, il faut aller voir du côté des témoignages qui pourraient exister. Eh bien, il y en a peu, mais il y en a. Le Wendigo est un mythe qui se raconte oralement depuis très longtemps au sein des tribus algonques, sans que nous, Européens, soyons au courant de ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Le premier d'entre nous à nous faire part de l'histoire du Wendigo est le missionnaire jésuite Paul le Jeune. Pendant les débuts du XVIIe siècle, Paul vit parmi les algonques et dans un rapport qu'il envoie à Paris en 1636, il écrit ceci. Cette femme diabolique a ajouté que le Wendigo avait mangé des Atikamegukin, les tribus qui vivent au nord de la rivière, et qu'il en mangerait d'autres s'il n'était pas appelé ailleurs. Hatchen viendrait à sa place pour les dévorer jusqu'à la forteresse française. Il massacrerait les Français. Alors, ça fait froid dans le dos, hein. Paul fut le premier à nous raconter une histoire de Wendigo, mais des dizaines suivirent celle-ci par de nombreux missionnaires, et ce jusqu'au XXe siècle. Maintenant, à vous d'y croire ou non. Mais histoire de continuer à semer le doute, laissez-moi vous conter l'histoire de Swift Runner. Swift Runner est un trappeur de la communauté Cree. Les Cree sont l'un des premiers peuples du Canada, répartis en 135 communautés, d'une population totale de 317 000 membres. Swift, lui, était un membre populaire de sa communauté et père de 6 enfants. C'était quelqu'un de respecté, notamment de par son poste de chef, mais au fur et à mesure, il tombe dans l'alcoolisme et devient violent jusqu'à se faire congédier et expulser de sa tribu. Swift décide alors durant l'hiver 1878 d'emmener toute sa famille vivre dans les bois. Quelques mois se passent tranquillement lorsque soudain des prêtres aperçurent Swift sortir des bois en trébuchant. Ce dernier leur annonça alors dans la panique que toute sa famille était morte dans la forêt. Mais alors, que s'est-il passé ? Swift raconte aux prêtres que l'hiver était particulièrement rude et que la nourriture était impossible à trouver. Donc tous les membres de sa famille sont morts petit à petit de faim. C'était une tragédie. Mais les prêtres ont remarqué quelques petites choses qui clochaient dans son récit. Premièrement, si tout le monde est mort de faim, pourquoi est-ce que Swift n'a pas l'air si affamé que ça ? Ensuite, les prêtres connaissent personnellement quelques compagnons pour qui la chasse était plutôt bonne durant l'hiver. Bref, Swift se repose quelques jours, mais faisait tout le temps des cauchemars et criait jusqu'à n'en plus pouvoir. Les prêtres ont finalement décidé de le dénoncer à la police le jour où il a voulu emmener tout un groupe d'enfants dans les bois. Il a donc été arrêté et une enquête commença. La police est rendue sur le lieu où vivaient Swift et sa famille durant les derniers mois, et ce qu'ils découvrirent leur glaça le sang. Il y avait des os de partout. Vous me direz, logique puisqu'il a dit que sa famille était morte. Sauf que certains de ces os étaient coupés en deux et complètement vidés. Vous savez autant que moi et ces policiers ce que ça veut dire. Et les doutes se sont confirmés lorsqu'un pot rempli de graisse humaine a été découvert dans la maison. Mais alors qu'est-ce qui a poussé Swift à faire de telles atrocités ? Eh bien, d'après lui, il était possédé par un esprit maléfique, celui du Wendigo. L'esprit l'a poussé à tuer toute sa famille avant de la dévorer. Le motif de possession n'a cependant pas été retenu par la police et il a été pendu publiquement le 20 décembre 1879. Dans cette histoire, totalement vraie je le précise, on peut facilement retrouver les caractéristiques du Wendigo, outre l'apparence physique. Cela s'explique d'après les psychologues par ce qu'ils ont baptisé la psychose du Wendigo. C'est le fait de montrer des signes de tendance cannibale pour un patient faisant preuve d'un comportement violent et asocial. Ouais, y a de quoi claquer des dents. Après ces histoires, il y a quand même de quoi être mitigé sur l'existence du Wendigo. On va pas se mentir, ça met le doute, hein, même parmi les plus sceptiques d'entre nous. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment les massacrer ces petits Wendigo de rien du tout. On dirait pas comme ça, mais malgré son aspect sauvage, sa rapidité et sa peau particulièrement dure, il possède quand même quelques faiblesses. Je vous l'avais présenté comme ayant un cœur de glace et vivant dans les montagnes, donc dans la neige. Alors sa principale faiblesse est le feu. Soit vous essayez de le brûler directement, parfois ça marche, ou alors il faut réussir à le maîtriser, bonne chance hein, lui arracher son cœur et le faire fondre. C'est pas si simple, mais ça se fait.
Une autre solution pour le tuer est de lui tirer dessus avec une balle en argent. Les balles classiques ne sont pas assez puissantes pour traverser sa peau, mais celle en argent devrait normalement faire l'affaire. La dernière solution pour le tuer, mais là bon faut que ça soit une sacrée coïncidence, c'est que vous soyez vous-même un puissant chaman capable d'enlever la malédiction du Wendigo. Personnellement, cette dernière solution je la trouve absolument pas crédible. Il faut savoir être un peu réaliste. Revenons maintenant au jeu Until Dawn. Vous inquiétez pas, il est présent dans bien d'autres œuvres, mais celle-ci est peut-être la plus représentative. Les créatures humanoïdes dont j'ai parlé, vous vous en doutez, ce sont des Wendigo. Mais au début, on ne sait pas trop ce que c'est, on sait juste que c'est rapide et que ça ne se terre pas très loin de nous. Vers la fin, on nous révèle à quoi ressemblent ces monstres, qui sont assoiffés de chair, possèdent une forme et une rapidité surhumaines, mais craignent le feu. Si vous aimez les moments de tension, allez jouer au jeu. À part ça, le Wendigo est assez présent en littérature, et ce depuis un bon bout de temps. Par exemple, en 1910, l'auteur britannique Algernon Blackwood sort son roman horrifique The Wendigo. Cette fois, pas d'objectif de survie, mais on comprend que le protagoniste se transforme, lui, peu à peu en Wendigo et perd de plus en plus son côté humain. Plusieurs autres auteurs réputés dans le milieu horrifique en ont aussi fait mention comme Lovecraft, Graham Masterton ou Stephen King. Il est aussi facile de retrouver le monstre cannibale sur le petit comme sur le grand écran. Il est un méchant d'un épisode de Scooby-Doo, un personnage dont le charme de se transformer en Wendigo le temps d'un épisode, et il est quand même à l'affiche de films au cinéma comme Wendigo de 1978 et Affamé de 2021. Le film de 78 est un slasher classique où tous les personnages se font tuer un par un, et celui de 2021 raconte l'histoire d'une institutrice et de son frère qui vont enquêter sur la famille d'un élève qui se fait battre, et ce qu'ils vont découvrir ne va pas du tout les rassurer. Bref, comme vous pouvez le voir, le Wendigo est globalement assez populaire, même chez les amateurs de sueur froide. C'est un monstre relativement facile à représenter, et son histoire a de quoi inspirer. Je profite de votre attention pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Passons maintenant à une créature bien plus méconnue du grand public. Je suis sûr à 1000% que tout le monde ici connaît l'histoire de la Dame Blanche. Ça serait pas intéressant du coup d'en parler. Alors je vous propose qu'on frissonne ensemble sur une entité plutôt similaire, mais qui rôde de l'autre côté de l'Atlantique. La légende de la Llorona nous vient d'Amérique hispanique et plus précisément du Mexique. Llorona veut littéralement dire la pleureuse, ça annonce la couleur. Selon la légende, elle apparaît en bord de lac ou de fleuve, vêtue de blanc, un peu fantomatique, pleurant des larmes, en poussant un cri strident capable de réveiller tous les habitants du village. Mais pourquoi est-ce que l'âme de cette femme pleure-t-elle autant? Eh bien on dit selon la version que soit elle a perdu ses enfants, soit elle les a tués. Depuis, son âme emplie de tristesse hante les différents points d'eau du Mexique attendant sa prochaine victime. Sa légende ne s'arrête pas exactement là, car il existe pas mal de versions différentes, même si le point qui change est souvent mineur. Cette légende est assez vieille, car elle date d'avant la colonisation par les Espagnols. En effet, c'était plutôt courant d'avoir des histoires de fantômes en pleurs au bord des lacs. La venue des colons a par contre permis d'étendre cette légende à toute l'Amérique latine, et l'a quelque peu transformée car elle mixe toutes les légendes préhispaniques, mais tout ça dans le contexte de terreur de la colonisation espagnole. C'est vraiment intéressant. La Llorona s'est donc en quelque sorte intégrée dans la mythologie mexicaine et peut être pour certains assimilée à des divinités. Par exemple, elle ressemble à Xonaxi-Cuecula, qui est la déesse de la mort, de l'au-delà et de la luxure chez les Zapotèques, qui sont l'une des populations indigènes du Mexique. Il existait en effet, comme vous le savez, plusieurs populations différentes en Amérique latine avant la colonisation qui vénéraient chacun leur dieu. On peut aussi parler de Cihuacuatl, qui est la déesse de la terre, de la fertilité et des accouchements chez les Nahuas. Là on se dit, bah c'est une bonne déesse, c'est quoi son rapport avec la Llorona? Eh bien, sa particularité est qu'elle a abandonné son fils, le dieu Mizcoatl, au croisement d'une rue, et qu'elle y revient souvent pleine de culpabilité pour pleurer son fils perdu. Moins bonne déesse d'un coup. Pour beaucoup, c'est spécialement justement de Cihuacuatl que vient la Llorona, mais laissez-moi quand même vous raconter sa légende spécifique à elle.
Cela se passe durant le XVIe siècle dans la ville de Tenochtitlan, la capitale du peuple aztèque. Les habitants de cette ville étaient régulièrement réveillés au beau milieu de la nuit par les pleurs d'une femme qui semblait provenir de dehors. Étrangement, lorsque les larmements se faisaient entendre, un mystérieux brouillard commençait à remplir les rues et une femme en robe blanche avec le visage caché pouvait être aperçue en train de marcher. Cette femme pleurait toutes les larmes de son corps et s'arrêtait de marcher seulement un instant sur la place principale, la place Zócalo. Lorsqu'elle était à l'arrêt, elle avait pour habitude de s'agenouiller, de tourner son visage vers l'est avant de reprendre son chemin, toujours en larmes, jusqu'à la rive du lac Texcoco où elle disparaissait. Personne n'a jamais su d'où venait cette femme et pourquoi elle stoppait son chemin toujours au même endroit. Quoique, on raconte que les quelques courageux qui se sont risqués à rejoindre cette femme se sont vus raconter de terribles et incroyables secrets. Sauf qu'ensuite, ils mouraient sur le champ. Peut-être que ces braves personnes savent, peut-être qu'ils connaissent toute la vérité sur La Llorona. Mais malheureusement, ils ne sont plus là pour raconter les secrets qui leur ont été révélés. Plusieurs versions de cette légende existent, alors je peux vous faire part de quelques infos en plus. Une des versions raconte que la Llorona est l'âme de la Malinche. La Malinche est une amérindienne qui était, à l'origine, une esclave durant la conquête de la part des conquistadors, mais qui a fini par trahir les siens en se mariant avec l'un d'entre eux et en servant de traductrice pour les colonisateurs. Elle est devenue, pour les Mexicains, le symbole de la trahison et de la victime consentante. C'est pour cela qu'elle serait maudite et condamnée à ne jamais pouvoir reposer en paix. D'autres versions de la légende la décrivent comme une épouse qui, soit est morte la veille de ses noces et veut donc apporter sa couronne de mariage à son mari, soit morte loin de son amour et revenue pour lui dire adieu, soit assassinée par son mari et revient pour déplorer sa mort. Bref, la Llorona est très diversifiée en termes d'histoire, ce qui permet de l'utiliser de plein de manières différentes dans notre culture. On peut évidemment commencer du coup par parler de la Dame Blanche, comme évoqué au début. Ces deux esprits ont pas mal de points communs, à commencer par leur tenue qui est similaire. Je suis même sûr qu'un Français qui apercevrait la Llorona sans connaître sa légende, la qualifierait directement de Dame Blanche. D'ailleurs, peut-être que certains parmi vous ont vu le film La Malédiction de la Dame Blanche, de Michael Chaves, qui est sorti en 2019. Eh bien, le nom original de ce film est The Curse of La Llorona. Le traducteur a choisi ce titre en français pour que ça soit plus parlant pour nous, mais la créature présente dans le film est bel et bien la Llorona. Ce film est par contre l'un des seuls qui est connu à l'international, car les autres qui traitent de ce thème sont mexicains ou guatémaltèques, comme La Maldición de la Llorona de Rafael Baledón ou La Llorona de Jairo Bustamante. Des films sur ce mythe sont produits depuis extrêmement longtemps. On peut plus particulièrement parler de Ramón Peón, qui a réalisé un film La Llorona en 1933. À part ça, elle fait des apparitions dans certaines séries comme Riverdale ou Grimm. Elle a aussi droit à sa musique, interprétée par Chavela Vargas en 1961. Cette chanson est devenue très populaire et a été reprise de nombreuses fois. D'ailleurs, si vous écoutez bien les premières notes, ça peut fortement vous rappeler la Gofa Lolita. Malgré tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'endroit où la Llorona est la plus présente, c'est dans les contes pour enfants. Et oui, cette légende est racontée à presque tous les Mexicains dès leur plus jeune âge, pour les dissuader de marcher dans le noir et de sortir la nuit. C'est une méthode un peu radicale, mais pourquoi pas après tout, ça peut marcher. Le fantôme de la Llorona a donc réussi, à son échelle, à dépasser les frontières du Mexique, pour venir s'implanter dans la culture populaire de certains d'entre nous, se confondant parfois avec Notre-Dame Blanche. Ce sont pourtant deux histoires bien distinctes, et la Llorona est probablement la plus ancienne et celle qui a effrayé le plus grand nombre de personnes, même les plus braves, puisqu'ils sont morts en voulant la confronter. Le Japon est un pays qui regorge de créatures bizarres, de yokai et de légendes flippantes. C'était donc naturel que je me tourne vers cette région pour la dernière partie de cette vidéo. Contrairement aux autres histoires qu'on a traitées plus tôt, cette fois la légende n'est pas apparue il y a plusieurs siècles et effrayé nos ancêtres. La femme dont on va parler a terrorisé des centaines de milliers de Japonais dans les années 70-80. C'était il y a vraiment pas longtemps. Vous la connaissez peut-être tant elle a fait parler d'elle.
J'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit non plus extrêmement connue au même titre qu'une Dame Blanche, mais elle a quand même une certaine popularité. Est-ce que le nom de Kushisake Onna, ou la femme à la bouche fendue, vous dit quelque chose? Son nom est plutôt explicite. Kushisake Onna est un esprit maléfique à l'apparence d'une femme avec la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Je vous avoue que je sais pas trop dans quelle catégorie classer cette légende, si c'est plutôt du folklorique ou juste tout simplement une légende urbaine des cours de récré japonaises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est très efficace, et elle est maintenant bien ancrée dans les esprits du pays du soleil levant. Kushisake Onna est certes maléfique et cruelle, mais son histoire est tragique. Selon les versions, elle se passe soit durant l'ère des Yan, donc entre 794 et 1185 après Jésus-Christ, soit durant l'ère d'Edo, donc entre 1603 et 1868. Une jeune femme est belle, la plus belle de son village. Elle a d'ailleurs pour habitude de demander aux enfants s'ils la trouvaient jolie, à quoi ils répondaient évidemment par l'affirmatif. C'était une femme très vaniteuse, elle ne doutait pas de sa beauté et prenait du plaisir à draguer les hommes. Le problème ? Elle était mariée à un samouraï très jaloux de nature. Un jour, le samouraï, persuadé que sa femme le trompait, a complètement pété un câble. Il s'arma d'une lame et fendit la bouche de sa femme, lui disant avec une voix pleine de rage « Qui te trouvera belle maintenant ?» La femme a fini sa vie dans la honte et, à sa mort, elle s'est transformée en un esprit vengeur, voulant faire ressentir à des innocents la même douleur qu'elle a subie. L'histoire de cette femme n'est pas très joyeuse, mais c'est difficile de compatir avec elle au vu de la peur qu'elle provoque. Ouais, je vous déconseille de tomber nez à nez avec elle, hein. On raconte que lors des après-midi de brouillard, ou la nuit quand il fait bien sombre, il est possible d'apercevoir une femme errer dans la rue portant un masque chirurgical sur le visage. Pour un japonais normal, jusque-là, il n'y a rien d'inquiétant, car ils ont pour habitude de porter un masque quand ils sont enrhumés pour éviter de transmettre la maladie, et ce depuis bien plus longtemps que le Covid. Bref, cette femme a pour habitude de traîner près des collèges ou écoles, là où il y a des enfants, et de leur demander... Suis-je belle ? Là, vous devriez reconnaître la routine de la femme du samouraï. Femme très belle, je vous rappelle, donc les enfants répondent toujours spontanément « Oui ». Après avoir reçu sa réponse positive, la femme enlève son masque révélant alors son vrai visage, avec un sourire qui traverse l'entièreté de sa face. Une nouvelle question vient alors briser le silence provoqué par la stupeur de l'enfant. Même comme cela ? À ce moment-là, 3 scénarios différents sont possibles. Si l'enfant répond non, alors Kushisake le tue sur le champ. S'il est un garçon et qu'il répond oui, elle le raccompagne jusqu'à chez lui et le tue sur le palier de la porte. Et si c'est une fille, elle sort une grande paire de ciseaux et lui fend la bouche afin qu'elle lui ressemble pour l'éternité. Au fait, si l'enfant répondait non dès la première question quand elle avait encore son masque, eh bah il se faisait tuer direct. Cette légende est vraiment très populaire au Japon, surtout depuis les années 70. Pendant cette période, les Japonais avaient tellement peur de Kushisake Onna qu'il y a vraiment eu une psychose générale dans tout le pays. Les parents interdisaient à leurs enfants de sortir et leur ordonnaient de rentrer très vite à la maison après les cours. C'est assez hallucinant je trouve, parce que là on parle d'adultes à la fin du XXe siècle qui sont vraiment terrifiés par une légende urbaine. Heureusement, à peu près au même moment, des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi il était possible d'échapper à Kushisake Onna. Plusieurs méthodes existent donc pour fuir et rester en vie. La première est justement apparue dans les années 70. Il paraît que si on répond « vous êtes ordinaire » à la femme, alors on a la vie sauve. Plus tard, vers les années 2000, un autre moyen était de répondre quelque chose du style « kusikusa », un truc un peu vague, comme ça le temps qu'elle réfléchisse à comment réagir, bam on s'enfuit. Par contre, je vous préviens, ça sert à rien de fuir directement quand vous la voyez parce qu'elle est super rapide. Elle vous rattrapera à coup sûr. Sinon, à ce qu'il paraît, elle vous laisse aussi la vie sauve quand on lui pose la même question en retour ou quand on lui offre des bonbons. Mais ça c'est moins sûr, donc suivez plutôt les 2 premières méthodes. Une chose est certaine, personne n'a envie de la croiser. Même si, malheureusement, des personnes avec des cicatrices qui remontent jusqu'en haut du visage, ça existe réellement. On appelle ça le sourire de Glasgow, et c'était une pratique répandue et utilisée par les gangs écossais et londoniens dans les années 1920-1930. D'ailleurs, ce sourire doit aussi vous rappeler un personnage bien connu,
le Joker. Quand on voit Heath Ledger dans The Dark Knight, on fait directement le lien avec Kushisake Onna, même si celui-ci a plutôt été inspiré par le roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. En tout cas, le point commun entre ces trois sujets est ce sourire indélébile qui possède bien des significations. Bref, Kushisake Onna est maintenant bien ancré dans la société japonaise, et donc, vous vous en doutez, dans sa culture populaire. On peut remarquer que c'est principalement durant les années 90 que Kushisake Onna est passé de réelles craintes à légende urbaine. Par exemple, en 1995 est sorti le manga Kushisake Onna Densetsu, en français La femme défigurée. Dans ce manga signé Kanako Inuki, la femme à la bouche fendue assassine des enfants à la pelle dans le but de retrouver sa propre fille. Après le manga, il y a aussi eu un film centré sur l'esprit au grand sourire en 2007 nommé Carved, A Slit Mouse Woman, suivi d'un second opus en 2008. Franchement, je trouve que dans le film, elle est vraiment bien faite et efficace. Un autre film qui je crois est indépendant des premiers est sorti en 2014, dans lequel Kushisake Onna sévit à Los Angeles et la protagoniste se transforme peu à peu en elle. Après, ces trois films niveau notes, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique et ils ont le mérite de parler de cette légende. Car oui, elle est populaire, mais en général quand on voit une légende dans la pop culture, c'est qu'elle est ancienne, qu'il y a tout un mythe de plusieurs siècles qui a été construit autour. Là, la femme à la bouche fendue est probablement un peu trop récente. Qui sait, peut-être qu'on la retrouvera dans nos jeux vidéo dans, je sais pas moi, 100 ans. Enfin bref, bien que récente, cette légende arrive à donner des frissons, jusqu'à réussir à provoquer une psychose collective il y a à peine 50 ans. Moi-même, je me souviens que lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois il y a quelques années, je n'avais pas si bien dormi que ça, et je peux vous promettre que je ne suis pas le seul. 3 histoires, 3 nouvelles craintes à avoir. J'espère que vous avez bien retenu comment échapper à tous ces monstres, sinon je ne donne vraiment pas cher de votre peau. Vous verrez, vous me remercierez quand vous tomberez nez à nez avec un d'entre eux. Pour cette vidéo, j'ai parlé de 3 légendes qui ont été efficaces sur moi, donc que j'ai jugé appropriées au thème de ce jour si spécial. Pour être honnête, j'adore l'horreur et tout ce qui est un peu stressant. Donc je suis vraiment pas sûr d'attendre l'année prochaine pour refaire un épisode dans ce style, vous êtes prévenus. Dites-moi vous justement si ce style de vidéo vous plaît, et surtout quelle est la légende qui vous a le plus fait peur dans votre vie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. On se revoit bientôt si vous êtes encore de ce monde. Bisous.